Coup de tonnerre à Washington. Les droits de douane imposés par Donald Trump viennent d'être annulés par la Cour suprême. Les juges estiment qu'il a outrepassé ses pouvoirs en invoquant une loi de 1977 sans l'accord du Congrès. Décision historique, les juges ont tranché à 6 voix contre 3. Restez jusqu'à la fin. À tort ou à raison, on peut critiquer la démarche du président américain, mais en même temps, certains Américains estiment qu'ils mettent d'abord en priorité le America First, c'est-à-dire ce que l'Amérique gagne, ce que les Américains gagnent. Oui, certains Américains pensent effectivement qu'il met en avant les intérêts des Américains. Et ceux aussi qui ont cassé la décision pensent effectivement qu'eux aussi ils mettent en avant l'intérêt des Américains. Voilà, donc la Cour suprême qui a cassé cette décision-là estime aussi qu'elle met en avant l'intérêt des Américains. Et c'est d'autant plus juste que vous voyez cette disposition, cette mesure prise, aller à l'encontre d'un ensemble d'accords que les États-Unis avaient signés avec des pays. Notamment quand vous prenez le cas de l'AGOA, qui offrait un certain nombre d'avantages à des produits africains qui devaient aller sur le territoire américain. Il a remis tout ça en cause. La décision qu'il a prise remettait en cause l'AGOA. Là, c'est plus d'une vingtaine de pays africains qui étaient concernés par cette hausse de taxes, y compris la Côte d'Ivoire, notre pays. Alors qu'avec les États-Unis, on avait des accords qui exonéraient certains de nos produits de taxes américaines. Bon, en même temps, regardons un peu l'économie américaine. Quand le président il vient, il se dit on a trop donné, on a trop participé à stabiliser le monde de façon financière et tout. On est fatigué à un moment donné, il faut qu'on se parce qu'on a nos réalités. Non, mais Christelle, je ne pense pas que les autres présidents américains qui étaient venus ne pensaient pas qu'il était important pour les Américains aussi de s'occuper d'eux-mêmes. Je ne pense pas. Parce que si vous présentez la chose sur cet angle-là, c'est un peu comme si c'est lui le seul président américain qui lui pense vraiment à l'intérêt des Américains. En tout cas, une de ses pensées. Hein. Non, il le dit, mais ça, justement, c'est ce qu'on dit. C'est des éléments de langage, c'est narratif. Voilà. Sinon, tous les autres présidents américains sont venus aussi pour l'intérêt des États-Unis. Voilà. Donc, j'estime pour ma part que la Cour suprême a pris une décision à connaissance de cause. Justement parce qu'elle estime à un moment donné que les États-Unis ont une certaine redevabilité vis-à-vis aussi de certains pays. Et les États-Unis aussi, de par leur positionnement, doivent accompagner d'autres États. Et ça, c'est normal. Moi, je trouve que c'est une démarche normale. Mais au-delà même du fait qu'on ait cassé cette décision, n'est pas cassé cette décision, je veux qu'on voie un symbole à l'intérieur. Le symbole de cette puissance-là des institutions américaines. Ça, vraiment, pour moi, c'est ce qui m'importe, en fait. Ça veut dire que quand la Cour suprême a cette capacité-là de casser une décision prise par le président, fut-il le président de la République, je me dis que dans ces pays-là, l'institution est tellement forte qu'elle joue pleinement son rôle, au point même où on a cette capacité-là de casser une décision de l'homme qu'on peut considérer comme l'homme fort du pays. Donc ça, pour moi, c'est des symboles qui doivent aussi nous inspirer pour qu'on comprenne qu'au-delà des individus qui incarnent les institutions, il faut qu'on comprenne que les institutions ont une importance, peu importe l'individu qui l'incarne, et qu'elles doivent jouer pleinement leur rôle. Ça, c'est déjà important. Maintenant, en termes de gains, je finis dessus, sur le fait que cette décision soit cassée, nous, on est heureux, parce que la Côte d'Ivoire devait subir une surtaxe de 15%. Voilà, et des produits qui avaient été pris en compte par l'AGOA, donc qui étaient exonérés de toute taxe, qui devaient être taxés à nouveau dans un premier temps. Ça demandait déjà à nos opérateurs au niveau étatique ici, qui allaient revoir le coût de leur production. Si aujourd'hui, on peut leur permettre de ne pas subir ce coût-là, non, on ne peut que dire merci et félicitations à la Cour suprême américaine. Docteur, écoutons votre commentaire, Daouda. Déjà, il est important de dire une chose, c'est que Donald Trump, depuis son arrivée, je pense que Marie a essayé de faire un portrait robot. Pour ceux qui le suivent bien, il a tendance à utiliser des anciennes lois de 1700, de 1800, de 1977 et autres, du coup pour faire passer certaines mesures. Je pense que ça a été pratiquement le cas pour ce qu'on a appelé ici la doctrine Monroe. Et là, cette nouvelle loi qu'il a utilisée, qu'on a appelée, pour que je cherche, pour ne pas me tromper... Alors, on va le lire ensemble. International Emergency Economic Power Act, qui pourrait imposer des droits des douanes sans l'approbation du Congrès. Mais justement, quand il a fini de prendre cette loi, mais les 6 juges, qu'est-ce qu'ils lui ont rappelé? Que lorsqu'on doit prendre cette loi, généralement, ce n'est pas dans ce cas-là qu'on le prend. C'est dans le cas d'enquête, quand on est dans les cas d'enquête, pour pouvoir bloquer certaines choses, de sorte à ce que le temps que l'enquête finisse. Et donc, si le président décide d'utiliser ça, lui, de façon unilatérale, c'est comme s'il est en train d'étendre ses pouvoirs. C'est pour cette raison que tout à l'heure, quand vous avez dit, mais le American First, il pense à ses concitoyens, j'ai bien aimé la réponse d'Élysée. Les 6 juges aussi, là, pensent qu'on appelle ça, au bien-être des Américains. Ça, c'est la première chose. Moi, quand j'ai commencé à voir ces droits des douanes et autres, ça et là, nous tous on sait, Donald Trump, il est à son 2e mandat. Il a fait un premier mandat. On a vu son modus operandi. Et là, c'est clair, il va pousser le bouchon loin pour parler comme en son temps Ernesto Che Guevara. Quand tu es dans une négociation, on demande l'impossible. C'est ça. Tu demandes l'impossible pour qu'après je puisse avoir quelque chose en retour. C'est ce qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, je pense que ça c'est un véritable réveil qu'il vient d'avoir là en tant que chef d'État. Quand des juges cassent, comment on appelle ça, les mesures que toi tu as prises et que des juges viennent pour le casser, bon, ça fait un peu honte sur les bords, quoi. Ça, c'est aussi clair. Mais là où moi j'aimerais m'apaisantir, c'est que quand on parle de l'Afrique,
Le véritable problème, c'est nous-mêmes Africains. Comment cela? Parce qu'on peut se passer des États-Unis. Hein. Comment, Daouda? Comment on appelle ça? La collaboration sud-sud. Mais comme on a décidé... Cette collaboration sud-sud, Daouda, depuis quand elle est proclamée? Les résultats, justement, de cette collaboration? Non, c'est ce que je suis en train de dire, Christelle. J'ai dit, on pouvait se passer de Donald Trump. On peut même se passer même de l'Europe. Si nous avons une franche collaboration dans le cadre de la ZLECAf, qui n'a jamais, bon, véritablement, qui n'arrive pas à prendre forme. Parce que chacun joue pour lui. Or, aujourd'hui, je vous le dis, le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie, ils ont du bétail. Nous, on n'en a pas. On s'échange. Il y a des choses que nous, on a, qu'eux n'ont pas. Si on devait commercer en nous, Africains, d'abord, le prix sera très bas, c'est très bon. Mais en plus de ça, on allait plus gagner que perdre. Parce que là, en partant là-bas, mais on dépense pour pouvoir avoir des choses. Donc, je dis, c'est le lieu que les dirigeants africains, parce que moi, je ne parlerai pas des dirigeants du monde, je parle des dirigeants africains. Il est important qu'on décide de travailler main dans la main ensemble, sinon on risque de mourir tous comme des cons, comme des bêtes sauvages. Le mot est fort, peut-être, mais à la vérité, c'est qu'aujourd'hui, regardez à côté de nous, on n'arrive même pas à s'entendre. Sur le minimum, on n'arrive pas à s'entendre. C'est ce que je disais. On n'arrive pas à s'entendre. Or, il suffit qu'on s'entende. Je pense que demain, quelqu'un ne viendra pas s'élever. S'il veut, il met ses taxis, il veut qu'il mette du 1000%. On n'a que fait des 1000% parce qu'on commerce entre nous. On n'a pas besoin de toi. Après, c'est toi. Est-ce que les États-Unis, aussi grands et puissants soient les États-Unis, peuvent-ils vivre en autarcie? Ils ne peuvent pas vivre en autarcie. C'est justement parce qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie qu'ils ont décidé de fédérer d'autres États. Très bien. C'est aussi clair que bonjour. Donc nous aussi, cherchons à réfléchir de sorte à ce que l'Afrique puisse marcher main dans la main. Il faut qu'on parle d'une même voix. Il faut qu'on regarde dans la même direction. Il ne faudrait pas que pendant qu'on est ensemble, il y a un groupe qui dit abat la France, il y a un autre groupe qui dit vive la Russie. Bon, là, ça devient compliqué. On peut tous se mettre ensemble et marcher ensemble. Le point, messieurs, sur ce plateau, vous le savez bien, ce sont de très beaux vœux pieux. Mais malheureusement, annoncé depuis belle lurette en Afrique. Il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on ait la ZLECAf, il faut qu'on ait des relations inter-États assez agréables. Écoutez, en avril passé, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, se disait donc profondément préoccupé face aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux pays africains parce que cela menaçait des décennies de commerce et de coopération mutuellement bénéfiques. Concrètement, qu'est-ce que l'Afrique fait, notre Afrique? Qu'est-ce qu'elle fait pour que demain, aujourd'hui c'est passé, on a 6 juges contre 3, ok, mais demain, une autre décision peut venir. Est-ce que l'Afrique sera toujours dans la décision attentiste, réactive, ou quand est-ce qu'elle va initier des actions concrètes pour son propre développement et parler d'égal à égal avec ses partenaires? Élisée? Moi, je pense que notre salut viendra dans le développement de la coopération sud-sud. Moi, je pense que franchement, c'est là que notre salut viendra. On ne pourra pas défendre éternellement de l'Occident qui, au gré de ses humeurs, peut aller à droite, peut aller à gauche. Notre salut viendra. Et c'est un véritable potentiel. Nous avons un continent qui bientôt va avoisiner un peu plus du milliard d'habitants. Dépassé. On a 1,4 milliard. Voilà, 1,4 milliard. Donc, vraiment, ça veut dire qu'on a du vivier. Et pour moi, peut-être certains vont considérer ça comme un problème. Moi, je considère ça comme une opportunité. Et puis, en majorité jeune, c'est quelque chose qu'on peut mettre à profit. Aujourd'hui, on a cette capacité-là, entre nous, de commencer, de renforcer déjà ce commerce qui existe entre nous, là, en levant, un tant soit peu, ces barrières qui, pour moi, contribuent malheureusement à freiner notre développement, je veux dire, le négoce entre les pays africains. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a des accords qui existent, Christelle, entre des pays africains, je dis des pays africains, c'est-à-dire pris individuellement, avec l'Union européenne, qu'on n'a même pas entre nous et puis notre voisin ou bien un pays de notre zone. C'est problématique, il y a quelque chose qui ne va pas. On est prêt à ouvrir nos frontières. Pour des gens qui viennent de 6 000 km, 10 000 km, on leur ouvre leurs frontières, ils peuvent y entrer et sortir comme ils veulent. Mais on ne peut pas accepter que celui qui a à moins de 300, 500 km de nous puisse accéder à ce nom, lui ferme les frontières. Il y a quelque chose, il y a une incohérence réelle qui est là. Pourquoi on ne développe pas? Ça veut dire cette coopération sud-sud-là qui, pour moi, va nous aider. Aujourd'hui, par exemple, Daouda évoquait un certain nombre d'exemples, mais ce n'est pas faux. Il y a des matières dont on a besoin qui sont faites à côté de nous. On a des technologies dont on dispose que les autres n'ont pas. Mais pourquoi on ne peut pas créer cette synergie-là, de sorte à nous rendre forts et mutuels, et qu'on pèse plus? On ne peut pas aujourd'hui, individuellement, être fort et avancer. C'est ensemble unis. Les États-Unis, c'est un pays continent. L'Union européenne a compris que malgré qu'ils sont petits, se mettent ensemble, ils deviennent forts. Et ça donne le résultat. La Chine, c'est un pays continent. La Russie, c'est un pays continent. Donc vous ne pouvez pas, vous, avec vos 322 000 km là, chercher à rivaliser des gars qui ont 2 millions de kilomètres et qui ont toute une technologie à vous seuls. Mais si vous mettez ensemble 322 000, plus 400 000, plus 500 000 et autres, ça, avec votre expertise, mais vous devenez 6 millions de kilomètres carrés avec beaucoup de potentiel et ça devient important. Je termine là-dessus.
Comment vous pouvez comprendre que quitter Abidjan, aller à Yaoundé, au Cameroun, c'est 2 heures de vol maximum, 1 heure et quelques 2 heures maximum. Christelle, vous l'avez au bas mot pour 460 à 500 000 actuellement, je vous parle. Plus ce visa, hein? Tu es allé loin. À Conakry, c'est à moins 200 à 300, voire 350 000. C'est ce que je dis. Vous voyez? Et voilà ce qu'on paye, juste pour aller là-bas. Moi, je quitte ici, avec une compagnie occidentale, je vais en Turquie ou je vais en France, avec largement moins que ça, en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. Et quand j'ai posé la question de comprendre, mais pourquoi les frais sont aussi exorbitants, les billets d'avion? Les taxes? On m'a dit c'est les taxes. Hein. C'est tout ce qu'on m'a dit comme réponse. Fixées par qui déjà? Mais par les États. Africains. Les taxes aéroportuaires fixées par les États européens. Là. C'est ça qui fait que Christelle, toi, qui décides pour aller à Yaoundé, tu vas payer deux fois par les États européens. Par les États africains, par les États eux-mêmes. Okay. C'est ce qui va faire que tu vas quitter ici pour aller à Yaoundé, puis tu vas payer 2 fois le prix du billet quitter ici aller à Paris. Juste parce que des pays ont estimé que c'est là qu'ils allaient réussir. Ils allaient avoir tout l'argent du siècle qu'ils veulent, donc ils vont augmenter les taxes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut à un moment donné qu'on comprenne que c'est pas l'intégration qu'on pourra avoir cette force qu'on recherche. Sinon, individuellement, ça ne pourra pas passer. Docteur Barry, est-ce que vous la sentez venir, cette intégration, par les exemples déjà cités dans le premier tour de table, pour que l'Afrique parle d'une même voix comme l'Union européenne le fait? Permettez-moi, avant de m'exprimer sur l'intégration, je voulais dire que l'AGOA a été relancée depuis le mardi 3 février pour 1 an. Mais la conditionnalité nouvelle que le président Trump a incorporée, c'est que les Africains doivent ouvrir leur marché aux produits américains. C'est-à-dire qu'ils sortent de la facilité à travers l'accès de nos marchandises pour être toujours dans la doctrine du deal. C'est-à-dire que vous allez envoyer, mais en retour, vous nous offrez quelque chose. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc c'était au niveau de la... Il a raison quand même, Barry. Non, je ne juge pas forcément la décision, je voulais juste apporter cette précision. Maintenant, s'agissant de l'intégration en Afrique, moi je pense qu'on est un peu sévère avec le continent. Je le dis pourquoi. La plupart de nos États ont été indépendants depuis maxi 60 ans. Hein. C'est juste plus d'un demi-siècle. On est confronté à un certain nombre de contingences qui freinent l'intégration. Je vais vous prendre quelques exemples. Allez-y. La gestion du Nil. Vous savez que le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Il traverse 11 pays, de l'Égypte jusqu'en Afrique de l'Est. OK. L'Égypte et l'Éthiopie construisent le barrage de la Renaissance africaine, qui fait 6 gigawatts. Les Égyptiens ne sont pas d'accord. Ils veulent en découdre avec les Éthiopiens depuis les années 70. On parle de cela, oui. Vous comprenez? Aujourd'hui, le barrage est opérationnel, mais les Égyptiens l'ont ici. Les Soudanais l'ont là. Et aujourd'hui, il y a une guerre au Soudan. On est incapable, à cause de ces contingences géopolitiques-là, de faire asseoir ces pays pour trouver un consensus. Quand vous dites on, c'est qui? C'est l'Union africaine, les institutions africaines. Ce sont les États-Unis qui sont le médiateur. Parce qu'ils ont le bouclier, ils ont dit aux Égyptiens, vous ne touchez pas aux Éthiopiens. Et ce sont eux qui sont les médiateurs. Vous venez en Afrique de l'Ouest, on a fait le débat. On a déjà fait le débat. On ne va pas revenir sur ça. Le conflit au Congo, depuis combien d'années? Depuis la fin des années 70, il y a ce problème-là. On a nommé des médiateurs par-ci, par-là. Le président Dos Santos à l'époque, Mandela à l'époque. Il y a eu tellement de médiateurs. On est incapable de s'asseoir, de trouver un consensus pour régler une bonne fois pour toute cette histoire. Donc il y a ces contingences qui sont d'ordre diplomatique, qui sont d'ordre géopolitique, qui empêchent le continent de se concentrer sur l'essentiel. Sinon, je vous dis qu'il y a des possibilités de se passer de tous ces grands pays en finançant dans l'éducation, en passant du verbe à l'action. Parce qu'on a trop parlé. On est tout le temps dans des séminaires excusez-moi, pour gaspiller de l'argent, parce que les frais on prend pour organiser les séminaires là même. En même temps, Dr Barry, les séminaires, c'est important. C'est important, les séminaires. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand c'est trop, ça nous retarde. On reste dans le bavardage. Il faut éviter la réunionnite. Il faut passer du bavardage à l'action concrète. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est pratiquement 200 à 250 millions d'habitants. C'est un gros marché. Imaginez-vous une boule d'attiqué produite par la femme à Lokodro ou bien à Bobo Doumé, vendue au Nigeria, ne serait-ce qu'1% de la population nigériane, je ne dis même pas 10%. 1%, c'est 2,5 millions de personnes. Consomment au moins une boule d'attiqué par jour. La recette que ça fait, le nombre de foyers en Côte d'Ivoire que ça développe. Donc, il y a par exemple ce axe-là. Autre axe, la population africaine, elle est jeune. Nous sommes jeunes. Sur les 1,4 milliard, 1,5 milliard millions d'Africains, près de 60 à 70% ont moins de 40 ans. Donc, on a des infrastructures à construire. On peut le faire. Les Sud-Africains, ils ont de l'expertise. Les Égyptiens, Arabes contracteurs, c'est eux qui ont construit l'échangeur de Koumassi. Ça veut dire qu'il y a l'expertise en Afrique. Mais on ne se fait pas confiance. On a un complexe d'infériorité. Vous avez dit nous sommes distraits par les conflits. Il faut aller à l'essentiel. Ces conflits-là, on peut les résoudre. Il faut se parler. Si les Allemands et les Français qui se tapaient dessus chaque 30 ans ont fait le couple franco-allemand, pourquoi nous, on ne peut pas faire une Union africaine forte? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.